Leur activité suscite des débats sur certains axes routiers dégradés. Des enfants se donnent comme activité de boucher les nids de poules, une activité diversement appréciée par les usagers de la route. Surtout que ce qu'on pourrait qualifier d'action citoyenne se transforme souvent en mendicité. Constat dans cette édition sur le tronçon Kupela-Fada. Élections présidentielles et législatives au Niger, nous sommes à 3 jours après le scrutin couplé et toujours pas de résultats dans la plupart des localités. Seulement quelques communes ont livré leurs résultats, mais déjà l'opposition crie à une mascarade électorale. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que les magistrats burkinabés sont passés à l'action. La grève annoncée dans les tribunaux est effective depuis ce mercredi matin. Une grève que les magistrats observeront jusqu'au 29 février prochain pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Une de nos équipes a fait un tour au palais de justice de Ouagadougou pour faire le constat sur l'effectivité de cette grève. Mokhtar Ouedraogo et Omar Zambri. Comme mercredi aujourd'hui, initialement prévu pour des audiences civiles, il n'en est rien. Au palais de justice de Ouagadougou, aucun prévenu à la barre, ni d'avocat et encore moins de juges en témoignent ce fauteuil vide de la salle d'audience numéro 1. La grève des magistrats est la cause de cet arrêt momentané de fonctionnement des tribunaux. Les magistrats prévoient une grève d'une durée de 7 jours et qui s'achèvera le 29 février prochain. Chose qui pourrait laisser des séquelles sur toute la chaîne de justice, car durant ces jours de grève, toutes les audiences civiles et correctionnelles sont ajournées. Les seules portes encore ouvertes au palais de justice sont celles destinées aux tâches administratives telles que la réception des casiers judiciaires, les certificats de nationalité, délivrance des expéditions et autres, des tâches dévolues aux greffiers. Je vous le disais en titre, pour allier les villes de Kupela et Fadangourma, les usagers de la route nationale numéro 4 doivent composer avec ce qu'on appelle communément les nids de poules. Pour réduire le calvaire des usagers, des enfants se lancent dans une activité qui consiste à boucher ces trous béants sur la route. Une action citoyenne certes, mais qui de plus en plus prend la forme d'une mendicité. On fait le constat avec Nestor Yougbaré et Mamadouba. Le phénomène prend de l'ampleur. Au mépris des règles de la circulation, ils arrêtent les véhicules, parfois à vive allure. Sur le tronçon Fada-Kupela, ces jeunes demandent de l'argent pour services rendus, disent-ils. Munis de charrettes, pelles, pioches, ils bouchent par-ci, par-là, des nids de poules. Nous demandons de l'argent pour réparer la charrette et acheter du matériel, des bidons surtout, pour nous ravitailler en eau. Demander de l'argent? Non, jamais. Devant vous, des gens viennent de nous donner de l'argent sans qu'on ne leur demande. Ils savent pourquoi ils le font. Nous faisons du bénévolat, donc il n'y a pas lieu d'emmerder les usagers. Tout en reconnaissant le bien fondé de cette action, certains usagers déplorent des méthodes peu orthodoxes des riverains. À un certain moment, ils sont là, ils attendent seulement de voir les véhicules arriver et là ils courent, faisant semblant de travailler. Question simplement d'estorquer quelques sous aux voyageurs. Ça rime un peu avec une sorte de mendicité, pour ne pas dire même de l'escroquerie. C'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, parce qu'ils sont en train de faire ça de leur propre volonté. Et c'est leur milieu, leur endroit aussi. Mais ça les empêche aussi d'aller à l'école, parce que s'ils sont habitués à ça, là, ils ne vont plus à l'école encore. D'autres, par contre, pensent qu'il faut plutôt encourager cette initiative citoyenne. Ça fait 2 ans que je suis là. Mais dès que je les vois seulement, même si c'est 5 francs, c'est 10 francs, je jette sur la route. Pour les encourager, parce que c'est des gens qui travaillent. Même la mairie doit s'occuper de ses enfants. Ils nous sauvent la vie. Combien de remorques qui tombent à cause de ces trous? Combien de camions qui tombent à cause de ces trous? Ce qu'ils font là, c'est un travail qui arrange tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai remis ce que j'en ai aussi, pour le remercier à leur bienfait. En attendant la réfection de cette route nationale, les riverains se frottent les mains. Ce travail qui les occupe de 8h à 18h les permet d'empocher entre 6 000 et 10 000 francs CFA par jour.
Dans les 4 années à venir, certains ménages du Sahel devront constater une amélioration de leurs revenus liés à l'élevage. Et ce, grâce au projet dénommé Eau et croissance économique durable du Sahel. Ce projet, cofinancé par la coopération canadienne et la société minière Ayam Gold et Sakan, va coûter environ 14 milliards de francs CFA. Son lancement officiel est intervenu hier à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Abdelaziz Yagibou. La coopération canadienne et la société minière Ayam Gold et Sakan SA aux côtés de l'État pour zéro corvée d'eau dans le Sahel burkinabé. Ces deux partenaires ont donné hier le ton pour le début de l'exécution du projet Eau et croissance économique durable au Sahel. Projet qui leur a été soumis pour financement par les communautés et collectivités locales. D'une valeur globale estimée à 14 milliards de francs CFA, le projet dans sa phase 1 va coûter 7 milliards de francs CFA. On a travaillé à rendre l'eau potable disponible, mais ce n'est pas encore assez à grand volume. Donc, il était pour nous important de s'impliquer dans un projet d'envergure, de plus grande envergure, pour donner accès à une plus grande partie de la population du Sahel à l'eau potable. Le projet, encore appelé Triangle d'eau, englobe les communes de Dori, Gorom Gorom et Falanguntu. Une usine de traitement d'eau sera installée à Dori pour permettre à partir du barrage de Yakuta d'alimenter 45 000 personnes de la ville de Dori et 18 villages environnants. Avec la croissance démographique, la ville de Dori s'est retrouvée de plus en plus déficitaire. Donc la contribution de la station de traitement d'eau et la canalisation de cette eau potable à Dori va permettre effectivement de couvrir les besoins en eau de Dori. Il est attendu du projet un appui conséquent à la réalisation de latrines familiales et la promotion de bonnes pratiques d'hygiène pour 4 500 ménages de Gorom Gorom et de Falanguntu. L'aide alimentaire fait partie des grands axes de coopération entre le Japon et le Burkina Faso. La situation de cette coopération alimentaire concernant la période 2013-2014 a fait l'objet d'une rencontre organisée à Ouagadougou. La rencontre a regroupé les responsables de la SONAGES et les membres des comités consultatifs des aides alimentaires japonaises. Salifou Belem et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Au cours de cette réunion, les membres des comités consultatifs des projets KR 2013-2014 vont, entre autres, évaluer l'état de la distribution du riz, identifier les problèmes qui pourront retarder la distribution, mais aussi dégager des pistes de solutions. Je dois dire que jusque-là, la coopération entre les deux pays se porte très bien. Le Japon a toujours apporté un appui alimentaire au Burkina Faso sous forme donc de riz. Et ce matin également, à l'issue donc de cette réunion de comité, il y aura un échange de notes au ministère des Affaires étrangères portant donc sur le KR 2015. Le Burkina Faso connaît des déficits alimentaires liés aux aléas climatiques. Ces aides alimentaires en riz viennent compenser partiellement ce déficit. Son Excellence M. Futaishi, notre ambassadeur, et Son Excellence M. Bari, ministre des Affaires étrangères, de coopération et de burkinabé de l'extérieur, vont signer échange de notes pour le KR2 2015. Le montant en japonais, c'est 2 milliards 500 millions francs CFA. Au titre de l'année 2013-2014, ce sont 7 600 et 6 900 tonnes de riz que le gouvernement japonais a consenti pour la population burkinabé. Le Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia débute demain dans la capitale burkinabé. Plus de 400 opérateurs économiques sont attendus cette année à cet événement. Et pour la plupart des entreprises, Africalia est une opportunité de relance économique. C'est le cas par exemple de la FILSA, la filature du Sahel, qui prend régulièrement part à ce rendez-vous d'affaires. Karim Ilboudo et Amadou Lougui. FILSA, la filature du Sahel, renouvelle sa participation aux rencontres d'Africalia, le Forum ouest-africain de développement des entreprises. Pour le premier responsable de l'entreprise, cette rencontre d'Africalia est incontestablement un rendez-vous d'affaires et de partage d'expériences. Nous avons toujours participé, nous avons rencontré donc, des fournisseurs de machines qui sont intéressés parce que soit venant du Maghreb ou même de l'Europe ou même des Amériques, et qui ont des propositions en termes de machines, outils, etc., etc. Mais aussi des gens qui sont intéressés un peu par exemple aux produits que nous faisions. La 4e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises se tient cette année dans un contexte difficile au Burkina Faso
avec les récentes attaques terroristes perpétrées à Ouagadougou. Mais les participants au forum veulent encore y croire. Compte tenu de la situation particulière de notre pays, qui vient de revenir, de tourner, donc, comme on le dirait, dans une république normale, dans un état de droit normal, je crois que c'est une des rencontres qui seraient les plus importantes pour l'ensemble des opérateurs économiques du Burkina, ceux qui ont des choses à présenter, etc. etc. Industrie moderne de filature, Filsa a une capacité de production moyenne de 5000 tonnes de fil par an. Mais l'entreprise a pris un coup suite au bras de fer entre patronat et travailleurs en 2015. Aujourd'hui, Filsa essaie de se relever à nouveau et cela passe notamment par la quête de nouveaux partenaires. Le contexte migratoire actuel du Burkina Faso est marqué par le retour volontaire de migrants en provenance de pays en crise. L'Organisation internationale de la migration veut plus d'efficacité dans les actions humanitaires au profit de ces migrants. Cela passe par une bonne gestion des données migratoires et un renforcement des capacités des acteurs concernés. Et sur le sujet, l'Organisation internationale des migrations a initié une formation à Ouagadougou au profit de ces acteurs. Des précisions avec Amadou Ilbouro et Aimé Solange Guigma. La gestion de la migration au Burkina est assurée par plusieurs départements ministériels, dont ceux de l'économie et des finances, des affaires étrangères et de la coopération régionale, de l'action sociale et de la solidarité nationale. Une situation qui rend complexe la collecte, la compilation et la coordination des données statistiques sur la question. D'où cette formation à l'initiative de l'Organisation internationale pour les migrations en vue de développer une approche coordonnée de la gestion des données migratoires. Il s'agit également, bien entendu, donc, de renforcer les capacités des acteurs du gouvernement, mais également les capacités donc, des autres structures, organisations de la société civile qui interviennent sur les questions de migration. Cette esquisse d'échange de données et d'informations sur la question permettra au ministère en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale de disposer des statistiques fiables pour une meilleure réponse aux flux migratoires. Le Burkina Faso est une terre de départ, de transit et surtout de retour, malheureusement de retour non préparé et non volontaire. Donc je crois que cet atelier va nous permettre de jeter les bases d'une réflexion féconde pour pouvoir faire face à cette problématique. Les participants auront à amender les recommandations faites dans le rapport de l'étude d'évaluation et à définir une ligne de conduite pour l'élaboration du manuel de suivi-évaluation de la stratégie nationale de la migration. Actualité hors du Burkina Faso à présent au Niger. 3 jours après le double scrutin, les résultats ne sont toujours pas disponibles dans la plupart des circonscriptions électorales. Seulement quelques communes ont livré leurs résultats, mais déjà ces résultats sont contestés par l'opposition. Et pendant ce temps, les observateurs, eux, affirment que les élections au Niger se sont bien déroulées. Rocher Kam et Nyarkiteda. Est déjà au bilan au Niger pour les observateurs. Après leur communiqué conjoint, chaque institution fait sa déclaration. L'Union africaine en tête, elle salue la bonne tenue des élections présidentielles et législatives au Niger. L'élection a permis au peuple nigérien de choisir son président de la République et ses députés librement et dans la transparence. L'OIF, l'UEMOA, la CENSAD, le Conseil de l'Entente et la CEDEAO saluent aussi les efforts consentis par le peuple et les acteurs politiques nigériens pour des élections dans le calme et la sérénité. Les premiers résultats commencent à tomber et la coalition pour l'alternance COPA 2016 au Niger décrit la manière dont les élections sont organisées. C'est la catastrophe que l'on constate. Après, mais vous savez, ça c'est malheureusement dans nos pays, les gens nous prennent pour des panthères. Qu'est-ce qui se passe? L'observation d'une élection, ça ne se fait pas le jour. Logiquement, pour faire une bonne observation, il faut faire le début du processus, en tout cas un bon bout de temps avant et jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on n'a pas proclamé les résultats et c'est dommage que les observateurs disent qu'il ne faut pas présager de ceci ou de cela. Pour le camp au pouvoir, ces critiques n'ont pas les raisons d'être. Vous savez, l'opposition, elle a commencé d'abord par tuer l'arbitre parce que quand l'opposition dit que la Cour constitutionnelle elle n'y croit pas, il faut la dissoudre.
Quand l'opposition dit que la CENI, elle ne croit pas, il faut la remettre en cause. Quand l'opposition dit que le fichier électoral, elle ne croit pas à ce fichier électoral qui a été élaboré de façon consensuelle, évidemment, vous pouvez déjà vous attendre à ce que cette opposition fasse une déclaration de... La CENI, pointée du doigt par l'opposition, n'a fait aucune déclaration officielle. Au moment où nous bouclions ces papiers, les décomptes se poursuivent à l'intérieur du pays, la centralisation au QG de la CENI aussi, mais là, une trentaine de communes sur 308 ont livré les résultats et donnent plus de 40% à Mahamadou Issoufou contre 29% à Ama Amadou. On revient chez nous pour parler de sport dans cette édition. Hier soir, les étalons juniors se sont imposés face aux Panthères juniors du Gabon par le score d'1-0. Il s'agissait d'un match amical entre ces deux équipes, mais cette rencontre entre aussi dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN Junior 2017. Les temps forts de la rencontre avec Amadou Ilboudo et Jean-Modeste Ouedraogo. Exempté du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior, dont la phase finale est prévue sur le sol zambien en 2017, le Burkina Faso et le Gabon répètent leur gamme. Les garçons de Moussa Sanogo Falcao ont ici l'occasion de tester leur niveau réel. Le match connaît un début poussif, mais les jeunes burkinabés dominent largement les débats. En témoigne cette double occasion de Mohamed Kahan repoussée par le portier gabonais. La défense gabonaise est à la peine, mais ne cède pas. Dans les arrêts de jeu de la première période, le capitaine des étalons, Abbas Kwanda, d'une frappe sourde, fait briller Jean-Noël Amonomé. Mi-temps 0-0. En seconde partie, le maître à penser des étalons fait entrer Cyril Kman et Zoumana Traoré. Un choix payant puisqu'à la 84e minute, Cyril Kman reçoit une passe 5 étoiles et ajuste le portier gabonais pour l'ouverture du score. 1-0, c'est le score final. C'est le bloc équipe qui était véritablement en place. Ils ont respecté tout ce qu'on leur a demandé. On a demandé de défendre au niveau de la ligne médiane. Ils l'ont bien fait. Ils récupèrent bien le ballon, mais comme vous l'avez dit, c'est au finish qu'il y a des problèmes. Au niveau de la première passe et aussi au niveau de la finition. On a commencé avec 14 bonhommes, donc on a dû composer, amener certains. Celui qui a joué à gauche était à latéral droit. Ça nous a mis en difficulté parce qu'il n'a pas les mêmes attitudes quand il est à droite que quand il est à gauche. Maintenant, l'équipe du Burkina, c'était une équipe athlétique. On savait qu'il y avait eu le combat physique. Le tapis synthétique nous aurait gêné également. Gabonais et Burkinabés se retrouvent sur ce même terrain vendredi sous le coup de 15h30 pour le match retour. Ce sera le match de la revanche ou celui de la confirmation. La naturalisation de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré comme citoyen ivoirien est désormais officielle et le sujet est à lire dans la presse écrite de ce mercredi. Les quotidiens de ce jour se sont également intéressés à la rencontre entre Paul Kabat-Seba et les organisations syndicales du Burkina Faso. Des précisions avec Sibidi Issa Lankwande. Le premier face-à-face, Paul Kabat-Seba, centrale syndicale, est en une dans la quasi-totalité des parutions du jour. Foison de titres, mise en jambe avant le marathon du dialogue, une matinée syndicale la primature. Teba écoute la voix des sans-voix. Paul Kabat-Seba regrette certaines mesures engagées par la transition. Le gouvernement montre sa bonne foi et sa volonté à satisfaire les préoccupations des populations. Des mesures sont en cours dans les domaines de la gouvernance, de la valorisation du capital humain et l'amélioration des conditions de vie des populations. Même si le Premier ministre regrette certains engagements pris sous la transition, son gouvernement ne les réunira pas pour autant. Les syndicats, eux, préviennent « Notre comportement dépendra de celui du gouvernement ». Et sur les vérités de Paul Kabat-Seba sur la situation économique du pays, les syndicats rétorquent que ceux qui ont battu campagne et qui ont été élus doivent s'assumer. Blaise Compaoré, naturalisé ivoirien par feu judiciaire, s'interroge aujourd'hui au Faso. Ce n'est pas le fait que l'ancien président prenne une deuxième nationalité qui pose problème, pointe le journal, mais plutôt le contexte dans lequel survient cette naturalisation, surtout que l'on sait qu'il traîne un dossier judiciaire dans son pays d'origine. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. Serait-ce donc pour fuir la justice que Blaise Compaoré endosse ce pare-feu? C'est connu, poursuit le journal. La Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants, même si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé subissent en ce moment un interrogatoire à la CPI en territoire hollandais. Extradera, n'extradera pas. Aujourd'hui, au Faso, on croit savoir que non. Vraisemblablement s'ouvrira une hypothétique commission rogatoire et peut-être un jugement en terre ivoirienne. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.